Bonjour chers élèves, heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le roman et de son rapport au réel. Pourquoi nous voulons vous parler du rapport du roman au réel? Parce que tout simplement, il est connu que la plupart des lecteurs de romans ont tendance à considérer que le roman est une façon de mentir. Il y a même un grand auteur que vous connaissez sans doute qui s'appelle Louis Aragon qui dit que le roman c'est le mentir vrai. Alors quel est le rapport entre le roman et la réalité sociale? Voilà un peu ce que nous voudrions étudier avec vous ensemble. Il faut quand même faire une précision qui me semble importante. Le roman est un genre qui est relativement jeune. Il n'est né qu'au XIIe siècle. Mais malgré cette jeunesse, le roman se trouve être le genre le plus lu, le plus fréquenté et le plus pratiqué aussi par les grands auteurs du monde. Que ce soit au XIXe siècle ou au XXe siècle, le roman s'impose et impose son hégémonie. Alors, pour étudier le rapport de ce qu'on appelle donc le roman au réel, il faudrait remonter à la source et essayer de préciser que justement, le roman à ses origines racontait des histoires qui étaient plus ou moins invraisemblables. Cela veut dire que le roman ne se souciait pas de réel à ses débuts. Le roman, justement, présentait des histoires qui sortaient de l'ordinaire. C'était le choix des grands romanciers du Moyen-Âge. Et donc, à partir du Moyen-Âge, qui est la période justement à laquelle le roman a vu le jour, durant cette période, on a assisté à l'émergence de ce qu'on a appelé le roman de chevalerie. Alors, c'est quoi le roman de chevalerie? C'est un type de roman qui mettait en scène des chevaliers. Qu'est-ce qu'un chevalier? C'est une personne qui est brave, qui est téméraire, qui a des qualités extraordinaires et qui est capable justement de sortir victorieux justement d'aventures périlleuses. Et c'est donc ça qu'on appelle un chevalier. C'est un homme qui monte à cheval mais qui a des qualités supérieures et qui a un grand cœur. Et donc, les histoires que racontaient les romans de chevalerie étaient des histoires invraisemblables. C'était des histoires qui n'étaient pas en parfaite conformité avec ce que la société de l'époque était censée vivre. Parce que le roman, son objectif à l'origine, donc, c'était de faire voyager, de faire s'évader. Alors, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, le roman a eu tendance à se socialiser. Et cette socialisation du roman, qui a amené le roman à prendre en compte le vécu quotidien, cette socialisation s'impose de façon définitive à partir du XVIIe siècle, avec notamment des romanciers ou bien des romancières comme Madame de La Fayette. Madame de La Fayette, pourquoi je la cite? Parce que tout simplement, elle s'impose comme la plus grande romancière du XVIIe siècle. Elle a publié un roman qui nous plonge au cœur de la vie de cour, n'est-ce pas, du XVIIe siècle, et ce roman a pour titre, justement, La princesse de Clèves. Donc, Madame de La Fayette publie au XVIIe siècle La princesse de Clèves. Et pourquoi nous citons La princesse de Clèves? Parce que tout simplement, cette socialisation du roman, cette tendance du roman à aller dans le sens de la société et dans le sens du réel, s'impose à partir du XVIIe siècle et elle symbolise, elle, Madame de La Fayette, n'est-ce pas, cette socialisation du roman. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette relation que le roman entretient avec le réel, il faut comprendre que c'est au XVIIe siècle que cette socialisation, cette marche du roman vers la réalité quotidienne de tous les jours, va s'affirmer de façon plus remarquable encore au XIXe siècle. Le XIXe siècle, qui est le siècle justement de l'hégémonie du roman. Le roman avait commencé à imposer son hégémonie à partir déjà du XVIIIe siècle, mais c'est à partir du XIXe que le roman devient un phénomène véritablement extraordinaire aux yeux en tout cas des lecteurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a amené le roman à être un instrument d'exploration de ce que l'on appelle le réel
c'était tout simplement l'explosion de l'industrie au 19e siècle. Nous savons tous qu'au 19e siècle, il y a une explosion industrielle qui fait que justement, les auteurs étaient obligés d'interroger les faits sociaux et les faits économiques. Donc cette explosion économique qu'on appelle justement l'industrialisation va aboutir à ce que l'on appelle des inégalités sociales, avec d'un côté les prolétaires, les pauvres et les ouvriers, et de l'autre les bourgeois et les patrons. Donc cette société qui est fondamentalement divisée va être justement la principale source d'inspiration des grands romanciers du 19e siècle. Et nous savons bien que c'est au cours de ce 19e siècle aussi que va naître un courant romanesque remarquable qu'on a appelé tout simplement le réalisme. Le réalisme qui va aboutir aussi à l'avènement du naturalisme. Nous savons bien que le naturalisme est né des flancs de ce que l'on appelle le réalisme. Donc le réalisme, quel était son projet? Son projet, c'était de faire de sorte que le roman retourne vers le réel. Parce qu'il est arrivé un moment où le roman s'était complètement détaché du réel. Le roman racontait des choses qui n'avaient presque pas grand-chose à voir avec le réel. Il fallait que le roman revienne vers le réel. Il fallait que le roman étudie les faits sociaux les plus banals. Il n'était plus question de faire rêver, il n'était plus question de faire s'évader, il s'agissait de ramener l'homme à son propre vécu, à sa propre condition. Et c'est ce projet-là que va prendre en charge la catégorie des romanciers appelés tout simplement romanciers réalistes. Et ce travail qui a été entamé par Flaubert, qui a été entamé par exemple, quelqu'un comme Zola, enfin, ce travail qui a été entamé par Flaubert, par des auteurs comme les frères Goncourt et par Maupassant, ce travail sera approfondi du point de vue, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le naturalisme, par des auteurs comme Stendhal, par des auteurs comme Jules Carl Huysmans. Donc ces écrivains vont approfondir le travail qui a été entamé par les réalistes. Donc comme vous pouvez, n'est-ce pas, le percevoir, le roman a commencé par être fantaisiste, le roman a commencé par être justement une sorte de marche vers le rêve et vers la fantaisie, mais à un certain moment, les auteurs eux-mêmes ont senti la nécessité d'aller vers le réel, de l'explorer, et ils ont suivi en cela une formule ou bien une indication très célèbre que nous connaissons tous. Il s'agit de cette célèbre maxime de justement Karl Marx qui dit « Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Maintenant, ce qu'il importe de faire, c'est de le transformer. » Donc, on a comme l'impression que quelque part, cette invitation a été entendue par les grands romanciers du 19e siècle qui, justement, vont se pencher sur les faits de leur société et qui vont nous donner une image presque exacte de la société française du 19e siècle. Alors, évidemment, nous ne pourrons pas parler du réalisme ou bien de la réalité au cœur du roman sans faire allusion, n'est-ce pas, à ce que la réalité a représenté dans le roman des autres continents et des autres pays. Il nous faut parler de l'Afrique. Alors, si on parle de l'Afrique, on se rendra compte que les romanciers africains, surtout les premiers, ne se sont pas en tout cas contentés d'être de simples artistes. Ils ont essayé aussi de montrer que, justement, l'Afrique regorge d'un certain nombre de ressources, d'un certain nombre de réalités qui pourraient justement être représentées à travers le roman. Et c'est un peu ce que feront les premiers romanciers africains, comme celui que l'on appelle Essa Boto, de son vrai nom, justement, Alexandre Bidi, écrivain camerounais, à travers son roman Ville cruelle. Nous avons vu que justement, il va nous représenter la réalité calamiteuse qui prévalait dans son pays à l'époque de la colonisation. Le roman est publié dans les années 50 et donc c'est un roman qui essaie de donner une vision presque exacte de ce que représentaient les relations entre les colonies et, n'est-ce pas, la colonisation. Entre les colonies, c'est-à-dire les pays colonisés, et la colonisation, c'est-à-dire les envahisseurs. Donc voilà un peu peut-être à quoi ressemble le roman africain des premiers moments. Et ça va se poursuivre.
dans les romans qui vont venir après. Nous connaissons tous le roman de Cheikh Hamidou Kane, qui a pour titre justement L'aventure ambiguë. Par exemple, dans L'aventure ambiguë, il est question, n'est-ce pas, du drame d'un jeune Africain qui a quitté son pays natal, qui est parti en Occident et qui en sort complètement périclité. Donc, celui que l'on appelle Samba Diallo, le héros de ce roman, évidemment, qui quitte le pays des Dialobé, c'est-à-dire le Fouta, qui se rend en France pour prolonger ses études, revient avec une conception tout à fait différente de celle qu'il avait vis-à-vis de son peuple. Et c'est ça qui va faire que justement, il sera considéré comme un esprit ambigu. D'où justement le titre de ce roman, L'aventure ambiguë. Donc l'ambiguïté justement de ce Samba Diallo sera représentée par Cheikh Hamidou Kane comme étant un drame de l'homme africain moderne qui a quitté, n'est-ce pas, ses valeurs pour embrasser d'autres valeurs qui ne correspondent pas forcément à sa propre nature. Donc voilà un peu ce qu'il fait, et ça c'est vraiment une image exacte de l'Africain moderne, intellectuel, que Cheikh Hamidou Kane nous donne à voir à travers ce roman. Alors, chers élèves, vous avez bien vu que nous avons essayé de ramasser le projet que nous avions, qui consistait à essayer de montrer le rapport étroit que la réalité a pu entretenir avec le roman pendant plusieurs siècles. Nous sommes passés justement du Moyen-Âge au XXe siècle. Nous avons essayé de faire allusion au roman négro-africain, qui est un roman spécifique. Et donc, à travers tous les exemples qu'on a pu donner, vous avez pu voir que la réalité est toujours au cœur du roman, ce qui est un enrichissement fondamental. Donc, voilà un peu ce que nous voudrions vous dire, en espérant que vous aurez retenu l'essentiel et en espérant que nous allons bientôt nous retrouver pour parler d'autres questions non moins essentielles concernant toujours la littérature.